Là, j'ai compris que ouais, c'était pas de la magie, qu'il y a réellement des choses, des explications scientifiques sur une façon de communiquer avec la personne, des techniques de communication qui font que ça permet de mettre la personne en face de nous dans un état modifié de conscience, état d'hypnose, et qui ouvre des portes vers tout un tas de potentielles solutions, de ressources accessibles auxquelles on n'a pas accès de façon consciente tous les jours dans notre quotidien. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. On connaît tous ces comportements plus ou moins nocifs pour notre vie quotidienne, voire pour notre santé, que notre raison nous dicte d'éliminer en vain. Comme se ronger les ongles, grignoter de façon compulsive ou fumer. Dans cet épisode, il est question de la façon dont l'hypnose peut aider à modifier, voire à éliminer ces comportements. Il est surtout question de curiosité, et en particulier de celle de Cyril Taran, devenu praticien en hypnose à la loupe, après une première partie de vie professionnelle dans des univers bien différents. Cyril explique ici en détail comment fonctionne l'hypnose, à quoi elle sert, et comment lui la pratique. J'aime bien la transparence avec laquelle Cyril présente les choses. L'hypnose ne fonctionne pas à tous les coups, en particulier parce que le lien entre le client et le praticien ne se décrète pas. Mais quand elle fonctionne, elle peut vous changer la vie. Comme d'habitude, j'ai commencé ma conversation avec Cyril en lui demandant de me raconter son histoire avec le territoire. Je suis un vrai loupéen, né à Chartres, mais j'ai toujours vécu à la loupe. Un vrai de vrai depuis de nombreuses générations, avec des origines agricoles. Donc oui, scolarité loupéenne, lycée à Nogent-le-Rotrou. Ensuite, j'ai quitté un petit peu le Perche pour les études supérieures. À l'issue de mes études à Rennes, donc je suis parti en formation militaire à Couët-Quidan, Saint-Cyr-Couët-Quidan, à côté de Rennes. Et donc j'ai signé un contrat de 5 ans avec l'armée en tant qu'officier sous contrat, où là j'ai fait à la fois une période sur les sapeurs-pompiers de Paris et une période à la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. Et à l'issue de ces 5 ans, donc reconversion professionnelle sur une voie de qualité, sécurité, environnement. Et donc là, je me suis formé en alternance auprès d'un centre d'études supérieures industrielles, un CESI, d'Orléans, où là, je me suis formé en alternance, donc entre les cours, 1 semaine par mois et 3 semaines en entreprise, dans l'industrie des métaux précieux à Courville. J'ai été recruté ensuite dans une entreprise de fabrication de valeurs. Et après, j'ai postulé pour un poste de qualiticien dans un centre hospitalier où j'ai été recruté. J'y ai fait 6 ans en tant que qualiticien et responsable qualité et gestion des risques. Parce qu'en parallèle de mon emploi dans ce centre hospitalier, j'ai fait aussi une formation continue à l'École Centrale Paris pour acquérir un master spécialisé en gestion des risques pour les établissements de santé et réseaux de santé. Toi, tu es quelqu'un qui aime apprendre, visiblement. Tu t'es formé, reformé, reformé. Oui, j'ai souvent dit que mon souci, c'était ça, j'avais besoin d'apprendre. Toujours curieux d'en savoir un peu plus, ou quand il y a quelque chose que je ne comprenais pas, que je ne savais pas, cette curiosité. Tu trouves que c'est un souci? C'est plutôt une grande qualité, je crois. Oui, bien sûr, mais des fois on se fatigue soi-même.
Il y a un moment, faut dire stop. C'est fatigant aussi de partir toujours à droite à gauche pour apprendre. On va revenir sur ton activité professionnelle aujourd'hui. J'aimerais juste que tu me dises ce que tu aimes bien sur ce territoire. Tu me disais tout à l'heure que tu étais vraiment revenu pour de vrai, donc il y a quelque chose qui te manquait. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait de vivre ici? Le côté paisible de la campagne, et plus particulièrement le côté apaisant des massifs forestiers, qui sont quand même relativement bien représentés autour de la Loupe. Entre la forêt de Senonches, la forêt de Montécon déjà. Ouais. Et non, simplement ce côté liberté, apaisant, calme, très ressourçant, où il suffit d'aller marcher 1 heure en forêt pour recharger les batteries. Les endroits préférés, en fait, oui, il y en a plusieurs, et il y a la forêt de Montécon ou la forêt de Senonches, qui est très apaisante effectivement, où en plus des champignons quand c'est l'époque, on croise souvent aussi la faune locale. On voit les biches, les chevreuils, les sangliers. On voit la nature dans toute sa diversité. Il y a aussi du côté entre Saint-Élif et Saint-Victor, il y a la zone des étangs de Perruchet. Et là aussi, il y a toute une diversité d'oiseaux. Et c'est un endroit très apaisant aussi. Puis en fonction de la météo, de l'éclairage, de la lumière, il y a des jeux de lumière, de réflexion de lumière qui sont d'une zone à l'autre qui sont complètement différents. Et non, c'est très très encore une fois très apaisant aussi, très très agréable. Puis il y a toutes ces nuances de couleurs qui viennent frapper les yeux. Il y a un côté aussi un peu peut-être hypnotique, je sais pas, mais qui vient aussi apaiser le cerveau. Et, voilà, il y a aussi toute la campagne du côté de la commune d'Arcis, par là, côté de Brunel, Coudreceau, qui est très vallonné, avec une alternance aussi de champs et de massifs boisés. Et pour moi qui aime bien la marche, la rando, la course à pied, c'est vrai que c'est très diversifié, très agréable. Il y a une multitude de chemins, de sentiers, où en fait même toutes les semaines on peut se faire un parcours différent en redécouvrant des zones ou en découvrant des zones inconnues. Il doit y avoir des centaines de kilomètres de chemins différents, et chaque jour on peut découvrir quelque chose. Donc même à un âge respectable et respecté, on peut découvrir encore des chemins toujours sur le territoire sur lequel on est né, quoi. Oui. C'est quand même génial, tu trouves pas? Toi qui aimes la curiosité et toi qui aimes apprendre et la nouveauté. Ben oui, ce qui est bien, c'est que à aucun moment on connaît tout de ce qu'il y a autour de nous. Bien souvent même on connaît bien moins ce qu'il y a à proximité de chez nous, et on connaît beaucoup plus des régions qu'on a l'habitude d'aller voir à l'occasion des vacances, parce qu'on veut toujours partir pour se changer d'air. Mais bien souvent les secteurs proches, voire très très proches, on connaît pas. Je pense que ça c'est valable pour beaucoup de personnes. Ouais, certainement. Est-ce qu'il y a un son particulier de ce territoire où on vit? Probablement le chant des oiseaux. S'il y a une chose qui est sympathique au printemps, c'est là où on sait qu'on passe de l'hiver au printemps, c'est qu'au premier rayon de lumière le matin, il y a les oiseaux qui chantent. Et là, bien souvent, on sait que la journée va probablement être belle, simplement au son des oiseaux qui sont dans le jardin. C'est un marqueur assez significatif, assez important. Une odeur caractéristique? L'odeur de l'humus de la forêt, l'odeur de champignons quand c'est l'époque. Parfois, on arrive à savoir que probablement on va en trouver au nez. Ah ouais, waouh. Parce qu'il y a des variétés de champignons qui sortent, et il y a très souvent, quand c'est l'époque, des variétés qui sortent avant d'autres. Et on sait que quand il y en a une qui sort ou quand il y a son parfum, on sait que les cèpes vont pas tarder.
Et aujourd'hui, tu es praticien en hypnose. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire, avec tes mots, ce qu'est l'hypnose ? Probablement que chaque personne pourrait avoir sa propre définition. L'hypnose permet, on va dire de façon assez simple, permet d'ouvrir une porte vers l'inconscient de la personne qui vient nous voir, sachant que la plupart des personnes qui viennent nous voir ont un problème à résoudre, un problème que la volonté et la raison ne suffisent pas à régler. Le fumeur qui sait que c'est dangereux, que ça risque statistiquement de le tuer, il suffisait simplement de se dire ça va me tuer, c'est une saloperie, j'arrête, ce serait trop facile. Il y a cette partie inconsciente de nous qui en fait fait ce que nous sommes à 99%, qui gère, qui conditionne tous nos comportements, tous nos faits et gestes. Et l'hypnose permet d'aller bricoler au niveau de cet inconscient, d'aller modifier des comportements, des sensations, des émotions, qui peuvent permettre, dans de nombreux cas, à aller changer des comportements que l'on qualifie de négatifs, que ce soit pour le tabac, pour le sucre, pour tout un tas de choses qui nous polluent au quotidien. Très souvent, prendre d'un point de vue très général, c'est bonjour, je viens vous voir parce que je suis comme ça, je voudrais que ça change et j'ai beau essayer, j'ai beau me dire que c'est pas raisonnable, que c'est pas bien, j'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider ? Et donc on voit bien que la volonté, la raison ne suffisent pas. D'accord. Par contre, en parallèle de ça, l'hypnose seule, sans volonté totale de la personne, ne sert à rien non plus. L'hypnose va venir aider quelqu'un qui a déjà la volonté de changer. Ça va être la poussette supplémentaire pour arriver au résultat. Okay. Après, comme je le dis aussi aux clients qui viennent me voir, il n'est pas question de vendre du faux. Il n'y a rien d'efficace à 100%. D'ailleurs, que ce soit en hypnose ou dans tout un tas d'autres disciplines. Moi, ce que je rencontre le plus souvent, vraiment en grosse proportion, c'est ce que l'on qualifie de troubles du comportement alimentaire, essentiellement liés au sucré. Gâteaux, bonbons, voilà, je rentre du travail, je grignote. Malheureusement, je n'ai pas de travail, je reste l'après-midi devant la télé, je grignote. Alors, bien sûr, quand on creuse un peu du pourquoi de tout ça, c'est toujours du stress, de l'angoisse, de la pression au boulot. Voilà, il y a différentes causes racines à ces troubles alimentaires, à ce sucre, parce que bien souvent, ce sucre vient apporter du réconfort immédiatement au cerveau, il vient activer le circuit de la récompense. C'est t'es malheureux ou t'es malheureuse en ce moment, mais tu prends ton biscuit, ton gâteau, ton bonbon, enfin ce que tu aimes, et instantanément ça va bien. Au moins c'est 5 minutes de bonheur, de bris tout de suite dans ce monde de brut. Donc c'est étonnamment, ce que je rencontre le plus dans les demandes auxquelles je suis confronté. Et qui sont tes clients ? Plutôt des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, de tout ? Alors, toutes problématiques confondues, 80% des femmes. Pour moi, je pense que les femmes ont plus de facilité à faire cette démarche, à venir voir ce que l'on qualifie de thérapeute. À venir se faire aider, globalement. Voilà, se faire aider. Ouais. Je suis pas convaincu que les hommes aient moins ces problèmes-là, mais ont probablement plus de difficultés à les demander de l'aide. Ouais. Okay. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est je le perçois comme tel. Ouais. Comment ça marche ? Alors, ma façon de faire, encore, moi je laisse le libre choix à la personne qui vient me voir. On cale un premier rendez-vous. On fait la séance. Elle se fait son avis sur cette séance. Par rapport au déroulé même de la séance, son ressenti, comment ça s'est passé, bien, moyennement bien, pas bien. Ça, elle le sait tout de suite à l'issue. Elle prend quelques jours, quelques semaines pour voir l'évolution. Est-ce que le problème est réglé ? En partie, pas du tout. Et comme je leur rappelle à chaque fois,
la seule personne apte à savoir s'il faut revenir une deuxième, une troisième, une quatrième fois, c'est la personne elle-même. En fait, moi, praticien, je peux pas savoir s'il lui faut 1, 2, 3, 5 séances. Il y a des problématiques où des fois le problème est réglé en une seule séance. Et d'autres fois, on va passer 2, 3 séances, et il va rien se passer. Donc là, moi, j'ai pour habitude, si au bout de 3 fois il s'est rien passé de significatif, au-delà d'un moment apaisant, de bien-être, voilà, la séance est agréable. Si on n'a pas avancé sur la façon de régler le problème, je préfère dire stop, c'est pas moi qui vous convient, c'est pas ma méthode qui vous convient, et allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'il y a une part d'interpersonnel aussi, enfin, vous êtes quand même 2 êtres humains. Ah, complètement, ouais. Avec tout ce que ça peut comporter de magique ou de ça colle pas. L'une des premières questions, bien souvent, que je pose, une des premières remarques que je fais, c'est savoir déjà si ça se passe bien avec la personne qui est de l'autre côté du bureau. Parce que ça se décrète pas d'être détendu, d'être à l'aise, d'être relaxé. Des fois, il y a une ambiance qui peut ne pas passer. Ça peut être l'environnement du bureau. Ouais, bien sûr. La déco, la lumière, ça peut être le visage de la personne qui est en face. Donc moi, ça passe ou ça passe pas. Et donc, très rapidement, je leur demande si ça va, si ça se passe bien, si le feeling passe, si elles sont prêtes pour une séance. Et je leur dis que si pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qu'elle ne sent pas, qu'elle peut partir. Au bout de 5 minutes, je ne prends pas une séance. Je dis, vous pouvez repartir, voilà, il y a le feeling qui... C'est déjà arrivé? Non, mais je le propose. D'accord. Jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Je croise les doigts. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on est face à une personne et on ne sent pas. On le sent ça va pas le faire. Parce que faut quand même... C'est quand même une démarche assez particulière de dire, je vais aller voir un hypno. Je vais aller voir un hypno que je ne connais pas. Dans un lieu que je ne connais pas. Lui parler de mes problèmes. Je vais passer 1 heure, 1 heure et quart, les yeux fermés avec cette personne à côté de moi. Non mais, quand on se met un petit peu à la place de cette personne, je pense que ça se fait pas quand même très facilement. Donc, je suis à même de comprendre qu'au bout de 5-10 minutes, on dise non, j'ai peur, je m'en vais. Bah oui, pourquoi pas. Et comment se déroulent tes séances à toi? Est-ce que c'est toujours la même chose d'ailleurs? Comment ça marche? Non, c'est jamais la même... Enfin, c'est jamais. Je vais pas dire que c'est jamais la même chose, mais c'est pas... J'ai pas un script établi où je lis ma feuille, je respecte totalement ceux qui font ça. J'ai pas été formé de cette façon-là. Voilà. En amont de chacun des rendez-vous, à chaque demande, j'ai un échange téléphonique. Soit on m'appelle pour prendre rendez-vous, soit on m'envoie un SMS, un mail, n'importe quoi. Je conviens toujours d'un entretien téléphonique avant. Déjà pour savoir si je me sens compétent par rapport à la demande. Pour mesurer la motivation de la personne. Que ce soit pas uniquement je vais voir quelqu'un qui va claquer des doigts et puis c'est résolu parce que j'ai vu à la télé que suffisait de claquer des doigts. Et surtout voilà, que la personne ait envie de venir et soit motivée. S'il n'y a pas de motivation au bout du fil, si j'ai pas envie mais vous allez le faire, non, allez voir ailleurs, mais pas moi. Donc la personne arrive, on commence par une discussion, on fait une anamnèse, on parle de son histoire, de ses problèmes. La personne qui vient me voir parle uniquement de ce qu'elle a envie de dire. Je ne suis ni médecin, ni infirmier, j'ai aucune autorité pour obliger les personnes qui viennent me voir à parler de leurs problèmes les plus profonds, les plus secrets. Non, je leur dis à chaque fois, vous ne me dites uniquement ce que vous avez envie de me dire. Dans ce que je vais vous suggérer, vous acceptez ou vous refusez. Et à n'importe quel moment, vous êtes libre de partir aussi s'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous bloque, qui vous blesse. Peu importe. Donc les personnes me disent uniquement ce qu'elles ont envie de me dire. Ce qui me permet d'en apprendre un peu sur leur parcours, sur leur vie. D'avoir un contexte, un environnement autour de la problématique propre. Des fois, on voit que le problème, il est pas, en fait, sur la problématique même, mais sur d'autres choses qui ont des effets un peu dominos. Après, alors cet échange peut durer 5 minutes, comme parfois une demi-heure. Après la séance, la personne s'installe dans un fauteuil très confortable. Et puis là, en fonction de ce que j'ai
appris pendant l'anamnèse, pendant l'échange, j'adopte une stratégie avec des techniques différentes. Alors il n'y a jamais une technique, une solution à un problème. Sur une première séance, je vais tester ce qui me paraît le plus adéquat par rapport à ce que j'ai compris. Alors des fois c'est la bonne clé, des fois c'est pas la bonne clé, et il faudra voir sur une seconde séance. Bien souvent, ça apporte déjà du bien. Alors, dans la quasi-totalité des personnes que j'ai vues jusqu'à présent, la séance en tant que telle, déjà, c'est une séance elles se rapprochent à des séances de relaxation, de détente, elles ont mentalement voyagé. Et déjà, rien que ça les a détendues, soulagées, ne serait-ce que pendant 1 heure, elles ont oublié leurs problèmes, leurs soucis. Pourquoi elles étaient venues, peut-être. et aussi, ouais. Et alors souvent, je le dis, je le ferai pas, mais il serait intéressant de faire une photo à l'arrivée de la personne et une photo à la sortie, où dans énormément de cas, la personne ne s'aperçoit même pas qu'elle a un sourire jusqu'aux oreilles en repartant. En disant, je sais pas si mon problème est résolu, mais avec un grand sourire à travers le visage. Et ça va bien? Oui, je vais bien. Faut savoir que la personne en état d'hypnose n'est pas endormie comme dans un sommeil profond. Elle est libre de quitter le cabinet à n'importe quel moment. Elle n'est pas prisonnière de son sommeil, ou comme je prends souvent l'exemple, je leur dis, si l'alarme incendie se déclenche pendant la séance, vous ne serez pas prisonnière dans le fauteuil. Et dans la plupart des séances, je questionne les personnes, elles me répondent, on discute comme nous discutons tous les deux. D'accord. Ouais. Okay. Et est-ce que la personne se souvient de ce qui s'est passé pendant la séance d'hypnose après? La plupart du temps, oui. J'ai eu quelques rares situations où la personne savait plus trop. En fait, c'était la réalité, c'était pas la réalité, ce que j'ai vécu ou pas. Mais la plupart du temps, oui, ça se souvient très 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 bien, parce que il est pas rare que quand je revois ces personnes-là une 2e ou une 3e fois, elles me disent que, alors soit le soir en s'endormant, ou soit la nuit, la séance se refait dans la tête. D'accord. Pendant le sommeil, Wow. on refait le parcours. Donc ça montre bien quand même qu'il y a une action sur le cerveau. Bien sûr. Et que comme pour n'importe quel apprentissage, un élève va rêver du cours d'anglais ou du cours de maths. Enfin, c'est là qu'on voit que ça s'apparente beaucoup plus à acquérir de nouveaux apprentissages, de nouveaux fonctionnements, plus que de soigner quelqu'un. Et c'est pour ça que ça te plaît. Aussi, oui. Et bien souvent, si on prend l'exemple du tabac, et comme pour les gâteaux, n'importe quel, il y a une envie, il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a des sensations qui font que on y va dans ce placard et puis on prend le paquet de gâteaux. Quelque chose de plus fort que nous. Un peu cette image du petit diable et du petit ange. Le petit ange, il fait c'est pas bon pour ta ligne, voilà. Puis le diable, il fait tu vas les prendre, ça va te faire du bien, voilà. Donc quelque part, c'est un peu cette concurrence entre le conscient et l'inconscient. Et l'inconscient, il a toujours le dessus, en fait. C'est toujours lui qui a la meilleure solution, et bien souvent pour des motivations positives pour soi. Oui. Donc on a différentes entités, ces différentes parties de nous qui sont en compétition. Alors même de façon simple, on dit conscient inconscient, mais on a de multiples parties de nous qui sont pas toujours en accord et qui essayent de prendre le dessus les unes sur les autres. Nos comportements sont souvent conditionnés par une ou plusieurs émotions. Cette émotion ou ces émotions, elles sont souvent conditionnées par un mélange de sensations que l'on reçoit par différents stimuli, différents contextes. Des contextes font qu'on va avoir des sensations, ça va nous provoquer des émotions, et donc je vais aller allumer une clope. Et donc action, quoi. Donc par l'hypnose, on va essayer d'aller modifier ne serait-ce qu'une brique de ces sensations, une ou plusieurs, et en partant du principe, si on modifie une ou plusieurs sensations
chez la personne, ça va plus structurer les mêmes émotions. Et donc, si on n'a plus les mêmes émotions, on va plus avoir le même comportement. Donc, parfois de façon très très simple, ça peut se faire en quelques minutes. On peut modifier un comportement. D'accord. Donc, on revient à la racine, en fait, au déclencheur, quelque part. Okay. Mais tout ça, voilà, en intervenant par l'inconscient. Donc, par cet état qu'on appelle, en fait, un état modifié de conscience. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. On est conscient, mais différemment. Comment es-tu arrivé d'un parcours scientifique très droit, j'allais dire, ou très carré en tout cas, à quelque chose d'ésotérique. À quelque chose, alors ésotérique, j'irai pas jusque-là, mais qui est quand même pas dans la même lignée, quoi, si tu as envie de me le raconter, bien sûr. Par curiosité. Non, on revient toujours au même truc. Voilà. T'as raison, c'est une vraie maladie. Ça doit être ça, faudrait que j'aille me faire soigner. L'hypnose. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très carré, très cartésien, scientifique, mais mon parcours d'études est uniquement scientifique. J'ai eu, par malheur, besoin un jour d'utiliser entre autres l'hypnose suite à un burn-out professionnel et à des soucis professionnels. Et je ne connaissais pas l'hypnose, mis à part les spectacles que l'on peut voir à la télé, qui sont pas les plus vendeurs pour l'hypnose. Et il se passait quelque chose pendant la séance. Je sentais que les paroles de la personne hypnopraticienne influaient sur mon cerveau, sur mon corps. Enfin, il se passait des choses que je ne comprenais pas. Il y a un des signes qui est les plus répandus quand on est en état d'hypnose, c'est le papillonnement des yeux, les mouvements rapides oculaires qui se passent sous la paupière. Et il se passe exactement les mêmes lors du sommeil paradoxal de tout à chacun. Lorsque l'on rêve la nuit, les yeux bougent énormément et c'est la marque d'une activité cérébrale importante, là où le cerveau fait le tri, enregistre les connaissances, tout ça. Et donc pendant cette séance d'hypnose, j'avais les yeux mais qui bougeaient dans tous les sens, mais des souvenirs que j'en ai, c'était même de façon assez violente, hein. J'en étais dérangé pendant la séance. Et je comprenais pas, je contrôlais pas mes yeux. Pourtant, j'avais simplement l'impression d'échanger avec la personne. J'étais les yeux fermés, mais d'échanger avec un praticien, comme on échange là, tous les deux. Lorsque j'ai vu cette personne pour une deuxième séance, elle a commencé à me parler 10 ou 15 secondes, mes yeux se sont mis à partir pareil dans tous les sens. Donc là, mon cerveau, pareil, il s'était tout de suite, il avait reconnu sa voix, sa méthode, sa technique, et hop, il y avait une connexion qui se faisait. Et c'est vrai que là, le cartésien que je suis ne voyait qu'un côté purement inexplicable, magique, enfin ce que l'on veut, et comme je sais que ça n'existe pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et je le ressentais, je le subissais, donc il se passait quelque chose. Et donc quand j'ai commencé à aller mieux, à me reconstruire, j'ai décidé d'aller suivre le premier niveau de formation dans un organisme que je savais sérieux, parce que malheureusement dans tous ces métiers-là, dans tous nos métiers, il y a du sérieux, du moins sérieux. Je savais sérieux, basé sur les connaissances scientifiques, sur les connaissances en neurologie, en neurosciences. Donc je me suis dit, je vais aller voir. Donc c'était sur Orléans, l'école Écologos, je peux la citer. Et ce premier niveau était super intéressant, mais c'était pas suffisant parce que on me donnait quelques premiers éléments de compréhension, mais il m'en fallait plus. Donc j'ai suivi en fait les différents niveaux que l'école proposait, jusqu'au niveau où après théoriquement on a les compétences pour s'installer. Donc là j'ai compris que c'était pas de la magie, qu'il y a réellement des choses, des explications scientifiques sur une façon de communiquer avec la personne, façon de parler, des techniques de communication qui font que ça permet de mettre la personne en face de nous dans un état modifié de conscience, état d'hypnose, et qui ouvre des portes vers tout un tas de potentielles solutions, de ressources accessibles
auxquelles on n'a pas accès de façon consciente tous les jours dans notre quotidien, quoi. Et là, il y a un potentiel monstrueux pour résoudre un paquet de problématiques de beaucoup de personnes. Et puis, l'une des plus grandes preuves aujourd'hui, c'est que maintenant, la médecine utilise de plus en plus l'hypnose, de plus en plus de médecins ou d'infirmiers sont formés à l'hypnose, que ce soit sur les blocs opératoires ou dans les services d'urgence. Enfin, c'est vraiment l'une des preuves aujourd'hui que c'est scientifique, qu'il y a des résultats efficaces. Que c'est reconnu. Et que c'est reconnu, quoi. Voilà. De mémoire, sur l'année, j'ai 3 personnes qui m'ont dit que leur vie avait été changée. Une renaissance. Que c'était plus les mêmes, que maintenant elles vivaient, quoi. Bon, voilà. Rien que pour ça, tu te dis... Ouais, ok. Quelque part, en plus, le plus dingue dans tout ça, c'est de se dire, avec des techniques qui sont quand même pas si difficiles que ça, il y a même des bases de fonctionnement, de réflexion, que l'on pourrait apprendre aux enfants. C'était ma question suivante, en fait. Ouais. Dans des petites classes où il y a des choses toutes simples. Comme quoi, par exemple? T'as une classe devant toi, de, je sais pas, 6, 8, 10 ans, peut-être plus petit. Qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire? Souvent, il y a deux grands principes que je donne, que je répète, que je dis aux personnes que je croise au cabinet. Des principes tout simples. Il y a déjà le premier, c'est que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qu'il vit dans la réalité et ce que l'on imagine. Donc il suffit de se mettre dans des conditions et d'imaginer un environnement, des choses, un scénario. Ni plus ni moins, les sportifs de haut niveau, ils font de la visualisation de leur compétition, de leurs épreuves. Et quand tu fais de la visualisation avec des scénarios positifs, là où tout se passe bien, tu mets de ton côté toutes les chances pour que ça se passe bien. Parce que ton cerveau, lui, il a acquis le fait que ce qu'il a imaginé, c'était bien passé. Et que tu l'imagines ou que tu le vives en réel, lui, ne fait pas de différence. Il suffit de penser à un épisode hyper joyeux de ta vie ou à un épisode hyper douloureux de ta vie, tu le revis instantanément. Tu fermes les yeux et si tu repenses à quelque chose de douloureux, les larmes peuvent venir facilement, ou tu penses à un moment hyper joyeux, t'as envie de partir faire la fête ou de rigoler, quoi. Quand on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement, au niveau sensation, il suffit de se mettre dans une bulle, des fois 5-10 minutes par jour, t'imaginer là où tu te sentirais le mieux, avec les personnes qui te vont bien, ou seul, ou peu importe. Tu fais ton scénario de bien-être, et tu te recharges pour plusieurs heures. Un autre principe aussi, c'est savoir que le cerveau ne connaît pas la négation. Le cerveau, pour fonctionner, mettons, le fumeur qui va se dire, qui va se répéter tous les jours, arrête de fumer. C'est de la merde, ça va te tuer, arrête de fumer. Dans le cerveau, quand tu penses à arrêter de fumer, tu penses à fumer. Le ne pas, le arrête, le cerveau, il l'intègre pas. Et bien souvent, on essaye de motiver les personnes ou se motiver soi-même par des objectifs à fuir, alors qu'il faudrait simplement le faire par des objectifs à atteindre. Et donc, au lieu de se dire arrête de fumer, c'est améliore ta qualité de vie, apprends à t'oxygéner, rallonge ta vie, profite de tes enfants. Parce que, là encore une fois, une pensée pour mon formateur en hypnose, mais l'exemple qu'il utilisait souvent, c'était prenez l'exemple, surtout je t'interdis de penser à une grande girafe rouge. Oui, je la vois. Pour 99,9% des gens, t'as la girafe rouge. Et donc c'est la même chose pour arrête de manger tes gâteaux, arrête de fumer, arrête de te goinfrer. En fait, arrête la cigarette, le cerveau il a la cigarette. Il a la cigarette donc il veut fumer. Si on apprenait aux enfants dès le plus jeune âge à l'école que faut se donner des objectifs à atteindre et pas des objectifs à fuir, le cerveau il se structurerait déjà de façon différente.
et on pourrait avancer déjà beaucoup plus facilement à atteindre nos objectifs et à intégrer de meilleures voies d'accès. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier, qui doit vraiment pas ressembler à ceux que tu as pratiqués avant? Ce qui est intéressant, c'est un peu comme la résolution d'une énigme. Il y a un problème, il faut trouver la meilleure solution. C'est l'énigme à résoudre, c'est le casse-tête à déverrouiller, quoi. Merci. Merci à toi, Amélie. Merci beaucoup. Super, j'ai appris plein de trucs. Tant mieux. J'espère avoir été suffisamment clair. Je crois que oui. J'espère que cet épisode vous a été utile. Pour en savoir plus sur les prestations de Cyril Taran, recherchez CT Hypnose sur Google ou Facebook ou contactez Cyril au 06 80 46 72 95. Si vous aimez Perchissime, parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.